Bonjour à tous. Donc moi c'est Elodie et moi c'est Tiffany. On réalise cette vidéo pour expliquer notre sport, donc qui est le Turing bâton. Quelle est la différence entre le curling et les majorettes? Alors, le Turing bâton, c'est un sport qui est reconnu au ministère des Sports. Il y a des compétitions nationales et internationales. qu'alors les majorettes, ce sont des défilés dans la rue et ça n'a rien à voir avec le Turing bâton, car le Turing, ça allie et la gym, et le théâtre, et la danse, avec un maniement de bâton. C'est un peu plus proche de la GRS. Regardez les majorettes passer, elles ont pas un poil de trop sur les gambettes. Plusieurs niveaux dans les compétitions et quels sont ces différents niveaux? Alors il existe 4 niveaux de compétition. Le niveau national 3, le niveau national 2, le niveau national 1 et le niveau élite. Donc au niveau national 3, le niveau est limité et plus cette compétition est plus axée sur les débutants. Au niveau national 2, le niveau est aussi limité, un petit peu plus élevé que la nationale 3, mais c'est plus pour les personnes intermédiaires qui ont à peu près 2 à 3 ans de curling. Au niveau national 1, alors dans certaines catégories, le niveau n'est pas limité, surtout chez les plus jeunes. Donc là, c'est le meilleur niveau national en fait pour les catégories benjamin, minime, cadette, féminine et masculine. Et au niveau des catégories junior et senior national 1, le niveau est limité puisqu'il existe une catégorie nationale 1 élite où là on retrouve tous les internationaux. J'ai eu mon examen d'entraîneur national en 2000, donc ça va faire 16 ans au mois de septembre que j'entraîne dans les clubs. Alors j'ai commencé le turning, j'avais 4 ans. C'est mes parents qui voulaient absolument que je fasse un sport gymnique. Et mes deux sœurs avaient commencé le twirling dans la ville où on était parce qu'il n'y avait que du twirling justement, il n'y avait pas de gymnastique, il n'y avait pas de danse. Donc c'est elles deux, mes deux grandes sœurs qui ont commencé. Et puis au bout d'un an, j'ai essayé comme ça pour voir et puis je n'ai jamais quitté un bâton depuis. Donc maintenant j'ai 27 ans, donc ça va faire 23 ans que j'en fais. Alors moi ça fait 11 ans que je fais du Turing. Et moi 24 ans. Et ça fait 3 ans qu'on fait un duo. Alors ce qui fait un beau duo, c'est qu'il faut être absolument très complice et que chacun apporte à l'autre et il faut surtout avoir les mêmes objectifs. On retrouve dans les équipes exactement les mêmes choses qu'on retrouve en solo et en duo, c'est-à-dire les lancers personnels, le maniement général, les roulés, la chorégraphie sur musique, les éléments gymniques et en plus des échanges entre chaque membre des équipes. Est-il important d'être souple au Turing? Oui, et c'est primordial même, et essentiel on dirait, parce que c'est ce qui fait que le twirling est un sport artistique. On n'a jamais vu de gymnaste ou de GR à des Jeux Olympiques qui ne soient pas souples. Évidemment, on demande beaucoup de capacité de souplesse. Ça permet de pouvoir s'exprimer, d'aller chercher des mouvements originaux, d'aller plus loin dans un développement chorégraphique. Souvent ce qu'on voit aussi en compétition, c'est des gens qui ne le sont pas. Donc ils se retrouvent souvent avec des choses qu'on voit un peu partout, mais parmi les forts, on a aussi des gens justement qui ne sont pas souples mais qui sont beaucoup plus toniques, beaucoup plus dynamiques. Donc ils se permettent de faire des saltos, notamment chez les garçons par exemple au twirling. On a quand même pas mal de garçons qui en font, qui n'ont pas forcément une qualité de souplesse super développée comme chez des GR ou chez des gyms, mais qui utilisent beaucoup la force d'un homme, quoi, tout simplement. Et ça leur permet de pouvoir faire des saltos, de voir des choses acrobatiques, beaucoup plus acrobatiques que chez les filles, par exemple. L'avantage d'être cinglé au Turing? Alors les avantages, c'est qu'on a de la force, qu'on a de la pulsion,
Et puis d'être un mec au cheerleading, c'est la classe, il n'y a pas tout le monde qui fait du cheerleading en mec, du coup ça fait un peu rare et tout. Pour toi, être un gars au cheerleading est-il un frein? Non, c'est plutôt un avantage d'être avec toutes ces filles et tout, ça donne du punch. Est-ce qu'il est important de bien connaître ses athlètes avant de faire un montage? Alors oui, il est plus qu'important de bien connaître ses athlètes avant le montage, déjà pour le choix musical, savoir ce qui lui correspond le mieux, si c'est plutôt quelqu'un qui est plus dynamique ou quelqu'un qui est plus dans la tranquillité, plus joli, dans l'expression. Et après, pour adapter vraiment le niveau à l'athlète, on a vraiment besoin de connaître ses points forts, ses faiblesses pour pouvoir le mieux mettre en avant pour les compétitions. Est-ce que l'expression est importante au cheerleading? Oui, l'expression est importante au cheerleading. En fait, le cheerleading, c'est de la danse. On est là pour danser, pour exprimer quelque chose. On est là pour interpréter, jouer des personnages. Donc c'est un peu de théâtre, mais c'est plus que ça. C'est vraiment faire ressortir des émotions, partager avec des gens, essayer de raconter des histoires à travers le cheerleading, à travers la danse. Donc oui, au-delà de manier un bâton, c'est tout cet aspect expressif qui fait que c'est différent de la majorette ou d'un sport où on utilise un engin. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un mouvement sans expression? Oui, je peux. Et le même, mais avec une expression? Combien de temps entraînes-tu? Oula, un petit peu plus de 10 ans, je crois. Et combien de chorés as-tu monté depuis le début? Beaucoup, je dirais, je sais pas, peut-être 600, 700, j'en sais rien. D'où te vient toute cette inspiration pour monter tes chorés? Et bah, c'est une très bonne question, je sais pas, la musique m'aide beaucoup en général, et puis bah sinon, je n'en sais rien. Les derniers mots d'un entraîneur sont-ils importants avant l'entrée de l'athlète sur le praticable? Bah, ça, je pense, ça dépend de l'athlète. Il y a des athlètes, ils ont besoin que leur entraîneur soit très présent pour les rassurer, pour les protéger. Et d'autres athlètes savent gérer tout seul et ont justement besoin d'un peu plus d'espace. Et du coup, c'est à la demande de l'athlète. Chaque entraîneur doit savoir s'adapter en fait. Dans quel état es-tu avant de rentrer sur le praticable? Je me mets dans ma bulle. Je suis hyper concentrée, bon, stressée, normal. Mais je sais qu'il faut pas que je me déconcentre, sinon c'est bon. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout abandonner? Pas forcément, parce qu'après un échec, tu penses plus à te relever et à vouloir refaire et réussir que tout abandonner. Combien d'heures vous entraînez-vous par semaine? Alors je m'entraîne 8 heures par semaine. Et moi 13 heures. Alors Diane, qu'est-ce qu'apporte la vitesse au cheerleading? Alors la vitesse au niveau du MG des séries, c'est surtout faire tourner les poignets rapidement et une concentration parce que quand on fait tourner, forcément après ça peut partir très vite et aussi surtout beaucoup d'entraînement. Après au niveau du corps, des lancers ou autre, faut choper la vitesse, faut travailler. Diane, t'est-il déjà arrivé d'avoir des personnes qui t'admirent pour le travail que tu fais? Alors j'ai déjà signé quelques autographes, pris des photos, j'ai reçu des messages sur internet et je pense qu'en fait c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer, de réussir et recommencer encore et encore. Oui. Quelle est l'importance des justos dans une choré? Alors l'importance des justos, le twirling c'est un sport artistique donc tout se doit d'être beau, l'athlète, la musique et le juste au corps pour que tout soit en harmonie et que ce soit un sport de spectacle. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On voulait vous remercier de nous avoir regardés et surtout merci aux personnes qui ont participé à cette vidéo. Voilà, parce que c'était pas forcément courant, simple et voilà, ils ont tous joué le jeu. Voilà, donc vraiment merci à tout le monde.